Ouati qui a eu la gentillesse de venir nous accompagner dans ce symposium et participer à ce colloque. Et j'en profite pour remercier tous les artistes et tous ceux qui sont présents ici. Donc Madame Sana Ouati, comme tout le monde sait, elle est professeure à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Et ses centres d'intérêt sont la philosophie du langage, l'analyse du discours, la traduction, le siècle des Lumières et la littérature marocaine. Voilà, si j'oublie quelque chose. Le récit de voyage. D'ailleurs, je vais en parler aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Elle a été professeure visiteuse à Humboldt State University en Californie en 2005 et en 2010. Et de 2015 à 2020, elle a dirigé le laboratoire didactique littérature, art et tisse, c'est comme ça que ça se prononce, des didactrices et nouvelles technologies, et dirige actuellement le laboratoire littérature, art et ingénierie pédagogique et la formation doctorale. Voilà. La formation doctorale en recherche interdisciplinaire en art, culture et sciences du langage à l'université Ibn Tufayl. Et depuis 2021, elle préside le jury national de l'agrégation de traduction et est titulaire d'une chaire de lettres et arts comparés à l'ICHESTO. Elle a collaboré à l'édition de plusieurs ouvrages et revues. Nous sommes très contents d'avoir avec nous Madame Sana. Vraiment, nous sommes très contents et reconnaissants du temps que vous êtes venus nous accorder. Merci beaucoup. Merci à vous. À mon tour de remercier Madame Ahla Moussfer qui m'a gentiment invitée à rencontrer ces artistes, créateurs, poètes, poétesses. Je suis dans une ambiance que j'aime beaucoup. J'adore être avec les artistes et d'ailleurs je le suis très souvent parce que je les présente, parfois je les accompagne. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement mon ami Wided qui m'a proposé aussi à Ahlan. Et j'espère ne pas vous encombrer après tout le travail que vous avez fait. Je sais que vous êtes très fatigué, mais je voudrais quand même jeter un petit éclairage sur les relations maroco-françaises ou franco-marocaines, pour faire plaisir à tout le monde. Donc, après la dernière crise entre le Maroc et la France, qui a menacé de rupture carrément donc les relations entre la France et le Maroc, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le pourquoi de la chose, c'est-à-dire pourquoi, après tout cet amour entre la France et le Maroc, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Et donc, beaucoup de livres ont été écrits sur les relations diplomatiques entre le Maroc et la France et qu'est-ce qui s'est passé récemment et qui a fait que les Marocains ne peuvent plus supporter, comme d'autres pays en Afrique subsaharienne. Et puis, donc il y a eu, je vous le dis, grâce à la culture et grâce aux hommes de la culture, il y a eu un rebondissement dans les relations et il y a eu on a relancé un petit peu les débats sur les problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais donc on passait sous silence ces problèmes, et on n'a jamais parlé franchement de ces problèmes. Alors moi, pour vous parler de tout ça, des relations culturelles, je suis obligée de remonter un peu plus loin, parce que moi je croyais que les relations entre la France et le Maroc ont commencé à peu près vers le XVIIe siècle. Moi, c'est l'idée que je me faisais je me disais le XVIIe, peut-être le XVe. Mais en fait, les relations remontent à beaucoup plus loin. Elles remontent au temps de Charlemagne. Parce que Charlemagne, déjà en 742, donc le règne de Charlemagne c'est 742-814, était l'empereur de l'Occident, encouragé par le pape et par Byzance, on l'a poussé à faire la marche vers les Sarrasins, c'est-à-dire vers les Arabes de l'Andalousie. Et donc il a fait cette marche, il est arrivé même
à la frontière un peu de la Méditerranée, et il a commencé à menacer les Arabes, et ce qui fait que, comme il n'avait pas une flotte intéressante, il n'avait pas ce qu'il fallait pour aller de l'autre côté, il s'est arrêté à la frontière. Et donc, parce que les Arabes sont arrivés, comme vous le savez, à Avignon, Lyon et Poitiers. Donc, pour les arrêter, il a dû faire cette marche importante pour la France et qui a fait arrêter aussi l'élan des Sarrasins. Et alors, après, donc Charlemagne, ne pouvant pas aller de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré ouvrir des relations diplomatiques. Donc, il y a eu les premières relations diplomatiques avec Charlemagne et le Maroc. Parce que qui dit Andalousie, et ça, il y a beaucoup de scientifiques, d'études scientifiques récentes qui disent que, en fait, l'Andalousie, ce n'était pas les Arabes, mais c'était les Marocains. Parce que ce sont les Marocains qui ont permis à l'Andalousie de vivre plusieurs siècles. Après, bon, c'est vrai que les Arabes sont venus, comment il s'appelle, Abdelrahman Dakhel, il est venu, etc. Mais ce sont les Marocains qui ont toujours protégé, donc les Almoravides, les Almohades, qui ont toujours protégé l'Andalousie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a préféré établir des relations diplomatiques, et ces relations diplomatiques ont continué également sous le roi. Les vraies relations diplomatiques commencent avec François Ier. Pourquoi? Parce que François Ier avait un ennemi, comme vous le savez, c'était Charles Quint, et il s'est dit, je vais m'allier à Soliman le Magnifique, celui qui faisait peur aux Européens. Donc il s'est allié à Soliman le Magnifique pour contrer justement le pouvoir de Charles Quint. Et le Maroc, vous allez me dire, oui, mais le Maroc ne dépendait pas de l'Empire ottoman. Il ne dépendait pas de l'Empire ottoman, mais le Maroc s'est allié à la France contre l'Espagne et le Portugal. Parce que les Espagnols et les Portugais ont toujours eu une vue sur le Maroc. C'est-à-dire qu'ils rêvaient d'avoir ce territoire. Alors, donc ils s'allient à la France, et le Maroc s'allie à la France et établit des relations diplomatiques. Au départ, ces relations diplomatiques n'ont que le commerce, c'est-à-dire le point important dans ces relations diplomatiques, c'est de permettre aux commerçants d'avoir un libre-échange avec les Marocains. Alors, ils vont établir des comptoirs commerciaux, par exemple le comptoir de Salé, de Safi, de Mogador, Agadir et Fès. Et puis, petit à petit, le roi d'une dynastie qu'on appelle les Wattassiyoun, Abou Abbas Ahmed Ben Mohammed, accorde sa protection aux commerçants français. Donc on commence quand même à installer des relations privilégiées. Et donc il accorde une protection totale à ces commerçants. Et cette protection va continuer donc elle va continuer avec le règne des Saadiens, c'est-à-dire au XVIe siècle, 1520-1659. Et à l'époque, la Méditerranée était partagée en deux. Donc il y avait les Ottomans qui faisaient leur guerre du côté de l'Est, et il y avait du côté de l'Est les Espagnols qui voulaient occuper la Méditerranée. Donc, que va faire à la fois la France et le Maroc? Ils vont continuer à collaborer pour affaiblir un petit peu ces puissances espagnoles et aussi portugaises. Donc, en 1577, nous allons avoir le premier consul qui va être nommé à Fès, et c'est un médecin qui s'appelle Guillaume Bérard. Il est nommé consul, il est médecin, et il sauve le prince qui va devenir roi. Donc ce roi, le futur roi qui s'appelle le futur roi qui est le petit-fils, en fait c'est le fils de Mansour Dabi, on appelle Mansour Dabi le Mansour le Doré. Pourquoi? Parce qu'il a fait une marche sur le Soudan, il a ramené, parce que le Maroc aussi colonisait d'autres pays, donc il marchait, il a fait une marche vers le Soudan, il a ramené beaucoup d'or, et donc on l'appelle un Mansour Dabi, le roi doré, Mansour doré, Mansour parce qu'il évoque victorieux.
Et donc il consolide ses liens avec la France. Et la France devient un partenaire vraiment privilégié. C'est l'un des grands partenaires que Mansour Dabi va avoir avec la France. Mais les choses vont changer. Donc cet amour entre la France et le Maroc va être perturbé par la présence des Anglais. Parce que les Anglais vont commencer aussi, avec leurs pirates, etc., ils vont commencer à vouloir s'installer, avoir des comptoirs, etc. Et donc, l'Espagne aussi, de son côté, commence à attaquer beaucoup de villes portuaires marocaines. Et donc, le Maroc se referme et arrête et ralentit un peu ses relations avec la France. Donc, il va y avoir un petit froid, mais dû à la crainte. Parce qu'il a peur que l'Espagne s'allie à la France, au Portugal, et qu'ils finissent par occuper le Maroc. Donc, qu'est-ce que les rois vont faire, le roi du Maroc vont faire? Eh bien, ils vont aussi avoir une stratégie, c'est les Maurices, le Morisquier, les Andalous qui étaient chassés. Donc, ils ont des villes, par exemple Tétouan, Salé, et ils vont commencer aussi à faire des attaques. Ils vont attaquer les bateaux des Européens, et ils vont faire beaucoup de captifs. Et ces captifs vont commencer à écrire sur le Maroc. Et c'est là où on va commencer à savoir ce qu'est le Maroc. C'est-à-dire le Maroc était un pays fermé, on ne savait pas ce que les Marocains faisaient, on ne savait pas comment ils vivaient. Et les captifs vont commencer, parce qu'il y a des captifs qui sont restés 11 ans, 12 ans, donc ils ont le temps de voir comment les Marocains vivent. En plus, les captifs qui étaient chez Moulay Ismaïl, Moulay Ismaïl les laissait libres dans l'enceinte de son palais. C'est-à-dire qu'ils travaillaient, parfois ils apprenaient les langues aux princes, parfois ils faisaient du jardinage, c'est-à-dire ils faisaient beaucoup de travaux. Et donc, on a commencé à les laisser libres et donc à leur donner des feuilles de papier, etc. Ils ont commencé à écrire, mais à écrire sur le Maroc et à raconter beaucoup de choses, parfois vraies, parfois avec beaucoup d'imagination. Mais l'un des plus célèbres, si vous voulez, qui ont écrit en captivité, c'est Germain Mouette. Alors Germain Mouette a écrit sur le Maroc, où il a décrit le Maroc comme donc, à l'intérieur de la captivité, c'est-à-dire de sa captivité, il a décrit les Marocains. Il a décrit le roi, les reines, etc. Et puis il y a un Anglais très, très célèbre, devenu très célèbre grâce à sa relation de voyage, c'est Thomas Pelot, qui a raconté l'histoire de sa longue captivité également dans la prison de Meknès, que les voyageurs appelaient Mykénèse. Et au temps de Moulay Ismaïl, et Thomas Pelot a raconté des choses formidables, c'est-à-dire que nous-mêmes, dans l'histoire officielle, que nous ne savons pas, et nous apprenons énormément à partir des récits des voyageurs. Par exemple, Thomas Pelot parlait des femmes de Moulay Ismaïl, et de l'une d'elles en particulier, qui est l'Ella Zidana. Et alors il disait que l'Ella Zidana adorait le jour de la décapitation des captifs et des prisonniers. Elle adorait ça. Et elle portait une robe jaune et elle appréciait le spectacle. Elle venait, elle appréciait. Donc c'est ça ce que raconte Thomas Pelot, mais on ne sait jamais si c'est vrai ou pas, mais on dit aussi que la Zidana était une femme forte, qu'elle avait beaucoup Zidana. Parce qu'il avait d'autres femmes qui étaient aussi intellectuelles, etc. Mais celle-là, elle aimait le pouvoir. Elle adorait le pouvoir. Et Moulay Ismaïl l'invitait à partager ces moments. Donc, c'est des choses de l'époque. Hein. Alors, le Maroc, pour sa part, va aussi commencer à envoyer des missions en Europe à partir du XVIIe siècle. Donc, il va envoyer, je ne sais pas, donc, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Ahmed Ben Qasim al-Hajjari, envoyé sous l'époque Ouattasi, et il est envoyé pour obtenir réparation contre le mauvais traitement infligé aux Maurices. Parce que les Espagnols maltraitaient le reste, ceux qui ne sont pas partis, ils étaient maltraités, et donc il est parti pour négocier.
mais avec le roi de France. Parce qu'il se disait que le roi de France pourra peut-être avoir une influence sur l'Espagne. Après, il y a eu une deuxième mission avec Ahmed Ghzouli, qui part 2 ans plus tard demander la restitution de la bibliothèque de Moulay Zidane. Et ça, c'est très important parce que cette bibliothèque, il paraît qu'elle n'a jamais été restituée. C'est une grande bibliothèque du fils de Mansour Darabi. Et il paraît qu'elle comportait beaucoup de manuscrits importants, beaucoup de choses de grande valeur scientifique. Et que ce monsieur qui s'appelle, c'est un monsieur alors Castellini, qui a pris cette bibliothèque, il n'a jamais voulu la rendre. Et donc, ils ont envoyé un ambassadeur pour restituer la bibliothèque de Moulay Zidane, mais jusqu'à aujourd'hui, cette bibliothèque n'a jamais été remise au Maroc. Et puis, l'histoire des relations, donc vous connaissez tous, je crois, l'histoire des relations épistolaires entre Louis XIV et Moulay Ismaïl. Parce que ce sont 2 rois qui sont étalés sur le temps. Donc, Moulay Ismaïl a eu un règne assez long, et Louis XIV également. Donc, il y avait chez eux une petite admiration mélangée avec un peu de crainte de l'autre, c'est-à-dire il y avait des relations, mais on ne savait pas comment elles étaient exactement. C'est pour ça que à chaque fois, Moulay Ismaïl envoyait un ambassadeur qui était un amiral, nous on dit amiral Behar, mais dans l'histoire européenne, c'est amusant de lire à chaque fois l'histoire marocaine et l'histoire française. Et on se perd entre les 2 histoires parce que les choses ne sont pas décrites avec les mêmes mots. Donc nous on dit qu'un amiral Behar, c'est-à-dire, et les Français disent un corsaire. C'était un corsaire. Et donc ce monsieur qui s'appelle Ben Aïcha, et d'ailleurs il y a un roman magnifique sur Ben Aïcha écrit par Kébir Almi, qui raconte, donc ce Ben Aïcha est allé pour en fait négocier le retour des captifs. Mais bien sûr, il fallait payer pour ça. Et alors, lors de l'un de ces voyages, il voit la princesse de Conti. Et donc, il raconte à Moulay Ismaïl qu'il a vu l'une des plus belles femmes du monde. Et Moulay Ismaïl lui dit, va demander sa main pour lui. Et quand Ben Aïcha demande la main de la princesse de Conti, ça a été refusé. Et ce qui fait que cette histoire a amusé la cour de Louis XIV pendant des années. Il rigolait de ces demandes de ce roi un peu barbare, etc. C'est comme ça qu'on les voyait. Et Kébir Almi, on a profité pour faire un roman et pour raconter ce personnage de Ben Aïcha. On n'a pas beaucoup de choses en histoire. Moi, j'ai cherché, même dans la revue Hespéris, etc., j'ai cherché pour savoir qui était Ben Aïcha. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était un amiral et qu'il est arrivé jusqu'en Finlande et qu'il a été capturé en Finlande. Et ce qui fait qu'il a appris, il parle beaucoup de langues. Il a été en Grèce, il a été en Italie, il parle beaucoup de langues, il parle l'anglais parfaitement, il parle le français. Donc ce qui fait que quand il est arrivé à la cour de Louis XIV, la cour était impressionnée par son niveau culturel, par sa manière de s'habiller, parce qu'il était élégant, il portait des tenues qui impressionnaient la cour, et ce sont des choses qui ont été développées par le roman de Kébir Almi, où il y a beaucoup d'imagination, mais cette partie de la description de Ben Aïcha fait partie de ce qui est vrai. C'est-à-dire que c'est un homme polyglotte, qu'il savait négocier, et qu'il savait parler, et qu'il savait parler aux femmes. Et dans le roman de Ben Aïcha, il raconte que la princesse de Conti, quand elle a parlé à Ben Aïcha, elle est tombée amoureuse de lui, parce que c'était un homme, ça c'est dans le roman bien sûr. Alors dans le roman on dit qu'elle est tombée amoureuse, etc. C'est de la fiction. Et donc le roman est sorti, et M. Lahjomri, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, a écrit un papier sur ça. Il lui a dit, pourquoi tu dis que Ben Aïcha a trahi le sultan?
mais ne peut pas trahir le sultan. C'est pas un traître. Donc il a pris les choses au premier degré, alors que Monsieur Jamri est quelqu'un de grande érudition. C'est quelqu'un qui sait faire la différence entre la fiction et l'histoire, et la réalité. Donc, il n'a pas apprécié que ce personnage historique soit entaché de cette histoire, c'est-à-dire qu'il a trahi le roi et que cette femme l'a aimé lui et pas Moulay Ismaïl. Alors, donc, à partir de ces romans, donc c'est à partir de ce moment que va naître la culture. C'est-à-dire les relations culturelles vont naître à partir de ces récits de captifs. Alors, parmi ces récits donc les récits de captifs vont donner envie aux gens d'aller découvrir le Maroc, mais en même temps, ça va encourager les voyageurs. Donc les gens vont commencer à aller vers ce pays et à vouloir raconter, parce que vous savez que la littérature, jusqu'au 19e siècle, était un petit peu subventionnée par des mécènes. C'est-à-dire que les gens payaient pour avoir un roman, et surtout pour les récits de voyage. Les voyageurs, les gens donc disaient, si tu peux faire un voyage et nous ramener des histoires intéressantes. Donc il y avait des mécènes qui subventionnaient ce genre de littérature, comme on l'avait fait avec les romans de chevalerie, avec les romans de courtoisie, etc. Donc on subventionnait et les gens voulaient impressionner. Ces voyageurs voulaient raconter des choses donc fabuleuses sur certains pays, surtout le Maroc, parce que le Maroc est très proche. C'est un pays de contiguïté géographique, même si sur le plan culturel, il y a un éloignement culturel, mais sur le plan géographique, c'est le premier pays que les Français veulent visiter. Donc ils ont commencé à raconter des histoires, on ne peut pas vérifier parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour vérifier si les histoires qu'ils racontaient sur le Maroc de l'époque sont vraies ou pas. Mais on peut dire qu'il y a des voyageurs, comme par exemple un voyageur polonais qui s'appelle le comte de Potocki, en français on l'appelle Potocki, Jean Potocki. C'est l'un des rares, avec Delacroix et peut-être aussi avec Delacroix et aussi Charles de Foucault, qui ont été fascinés par le Maroc. Parce que les autres ont parsemé leur récit de beaucoup de choses qui relèvent de la barbarie, de la population sale, population à craindre, donc beaucoup de choses négatives. Mais Potocki va avoir le temps, donc parce qu'il va passer presque 3 mois au Maroc, il va attendre à Tanger. Tanger était la ville de la diplomatie. Il va attendre 3 mois, puis après il va aller à Meknès, il va passer par toute la campagne, c'est-à-dire Souk Larba, il va les citer, Souk Larba, Sidi Qassem, Arbawa, tout ça c'est cité dans son roman. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer la faune, la flore, il va décrire la nature, il va décrire aussi les gens. Et il fait un travail, on va dire, anthropologique. Et il va parler des gens, et il va parler des femmes, parce qu'on ne parlait pas beaucoup des femmes, on croyait que les femmes ne sortaient pas. Et Potocki nous dit qu'au XVIIIe siècle, la femme paysanne sortait et qu'elle travaillait les champs, et surtout au nord du Maroc. Et il dit une vérité que tout le monde connaît, c'est que les femmes au Maroc, le nord du Maroc, ce sont les femmes qui travaillent, et les hommes ne travaillent pas. Et donc, c'est une chose qu'on peut vérifier même aujourd'hui. Et il dit que les femmes sont très travailleuses et qu'elles ne sont pas couvertes, c'est-à-dire elles ont un petit fichu sur la tête, et quand elles voient quelqu'un, un étranger, elles prennent le bord de leur dfina. La dfina, c'est ce qu'on met au-dessus du caftan. Donc elles prennent une partie de la dfina et elles la mettent sur la tête pour se cacher le visage. Et qu'est-ce que Potocki dit, elles sont drôles, ces femmes paysannes, elles se découvrent le derrière pour se cacher la face. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça chez Potocki, mais la phrase la plus importante qu'il va dire et qui va s'appliquer à tous les voyageurs, c'est celle-ci:
il se compare aux autres voyageurs et il dit « Hélas, les voyageurs n'ont ordinairement pour observer que des lunettes qu'ils ont apportées de leur pays et négligent entièrement le soin d'en faire retailler les verres dans les pays où ils vont. » Voilà, donc c'est dans Voyage dans l'Empire du Maroc. Alors, Potocki a fait beaucoup de livres sur beaucoup de pays, sur la Chine, sur la Turquie, sur l'Égypte. Moi, j'ai lu le livre sur la Turquie et l'Égypte. Celui de l'Égypte est superficiel, c'est-à-dire il ne dit presque rien, il ne dit que des choses connues. Mais celui sur le Maroc est excellent, c'est-à-dire qu'il raconte dans les moindres petits détails. Pour ceux qui veulent étudier la société du XVIIIe siècle, il dit beaucoup de choses. Par exemple, il demande à Ben Etzman, c'est l'ambassadeur qui l'accompagnait, il lui dit « S'il te plaît, je veux voir les femmes. Pas les paysannes, je veux voir les femmes de la... Citadine. Voilà, citadine. » Et Ben Etzman lui dit « Écoute mon ami, parce qu'ils se sont liés d'amitié, si tu veux voir les femmes citadines, je t'emmène à Fès. » Il lui dit « Pourquoi Fès ?» Il dit « Parce que Fès a une spécificité, c'est que la femme a son univers, mais ce n'est pas dans la rue, mais c'est sur les terrasses. Et la femme de Fès, elle circule sur toutes les terrasses de Fès. Elles sont libres, mais elles ont une vie aérienne. C'est-à-dire qu'elles circulent de manière aérienne, qu'elles se rencontrent, qu'elles rencontrent leurs amis, qu'elles passent leur temps à parler des hommes, à se moquer parfois des hommes, et même à tromper leur mari. Donc et Ben Etzman lui raconte une histoire d'une femme qui, à chaque fois où son mari sortait, elle invitait son amant, et une fois son mari est revenu, et elle était coincée, elle appelle sa mère. Et donc, Potocki nous dit, les femmes marocaines sont très solidaires. Pour sauver leur ami, ils ont inventé tous les stratagèmes pour que leur ami sorte de ce piège. Donc, ils ont ramené un hayek, et ils l'ont entaché d'encre, et puis ils ont dit « Ah, elle a commis une faute impardonnable », et donc le mari voulait la tuer. Après, la maman lui dit « Ah, Sidi, elle a entaché votre haïk préféré ». Il lui dit « Ah, mais rien que ça, le haïk seulement ». Donc après, il était vraiment... Mais ça, c'est pour dire que la femme était très émancipée, mais dans son espace. Et Fatima El-Mernissi, dans Rêve de femme, parle aussi de la terrasse. La terrasse occupe une place importante chez Fatima El-Mernissi, et c'est là où il y a l'apprentissage des jeunes. Par exemple, le théâtre, les jeunes, les cousines de Fatima, ont appris le théâtre sur la terrasse. Certaines ont appris à fumer dans les années 40, sur la terrasse. Donc la terrasse est un espace de liberté pour la femme, et Potocki en parle très bien. Pourquoi je cite Potocki, qui n'est pas français, c'est un Polonais, mais il est de culture française. C'est un francophone, il a écrit en français, et il aimait beaucoup la France. Alors en 1830, alors il y a l'épisode, bien sûr, de la colonisation de l'Algérie. Alors cet épisode va arrêter l'élan des Marocains. C'est-à-dire que les Marocains n'apprécient guère de voir les Français juste à côté. Donc, que va-t-il se passer? Ils vont s'enfermer et ils vont faire attention, c'est-à-dire les rapports avec la France ne vont plus être les mêmes, et ils vont être sur leur garde pour tout ce qui est relation avec les Français. Alors, par exemple, donc il y a beaucoup de Marocains qui vont aller faire de la résistance avec les Algériens, c'est-à-dire ils vont aller pour libérer, c'est un djihad, ils vont aller libérer la terre dont une partie, par exemple l'Elsa, appartenait étonnamment, l'illusion, ensemble, l'union rêvée entre le classicisme et l'orientalisme. Et alors, deux personnalités importantes vont apparaître à ce moment-là. Donc, notre ami de Delacroix n'est pas là. Donc, il y a Eugène Delacroix, 1798-1863, et le vicomte explorateur Charles de Foucauld. Très important les deux. Alors, Delacroix
va faire un voyage, il n'était même pas programmé, c'est quelqu'un d'autre, Isabelle, qui devait faire le voyage, donc il n'était pas programmé. Après on l'appelle dans l'ambassade diplomatique du comte de Mornay, auprès du sultan Moulay Abdelrahman, à Meknès. Il est enchanté, il est enchanté pourquoi? Parce que lui, c'est quelqu'un qui a lu les Mille et une nuits, donc il est enchanté d'aller découvrir l'Orient. Et il a lu aussi les grands maîtres de l'orientalisme, il a lu Lord Byron, Victor Hugo, et la préface des orientales, et Lamartine, et il veut à son tour aller aux sources pour voir ce pays et en parler à sa manière. Donc, il est de la partie, ils prennent la perle, et la perle accoste à Tanger le 24 janvier, donc en 1932. Et ce premier contact avec la terre africaine de Tanger est particulier. Donc, moi, j'ai envie de faire un travail, je pense à ce travail, c'est le premier contact de chaque voyageur. Par exemple, Alexandre Dumas, je vous parlerai tout à l'heure d'Alexandre Dumas, son premier contact avec Tanger. Là, c'est le premier contact de Delacroix. Il arrive, il est enchanté. C'est l'enchantement total. Et il croyait être dans... Il dit, je croyais rêver. J'avais tant de fois désiré voir l'Orient que je l'ai regardé de tous mes yeux et je croyais à peine ce que je regardais. Donc après Tanger, c'est la ville fascinante. Après, il va à Meknès, c'est là où il va faire son travail des croquis, etc. La préparation de son projet, parce que c'est un projet qui va lui prendre beaucoup de temps. Et à Meknès, il va voir Volubilis et il passera donc 131 jours au Maroc. Et puis il retournera en Andalousie pour aller explorer Alger, parce qu'il va aussi consacrer un peu de son temps à Alger et à Oran. Et les souvenirs de voyage vont nourrir toute sa peinture, qui se trouve plongée dans un monde nouveau et insolite. Il avait fait la mort de Sardanapal, et là, ça le fait passer à une autre étape. Et le voyage au Maroc, c'est le changement de tout son projet esthétique. Alors, il décrit dans les moindres détails tout. L'habillement, les gestes, les mouvements. Moi, je trouve que c'est un document à étudier. J'aime beaucoup, moi, lire le journal ou les carnets. Donc, c'est plein d'informations sur nous. C'est-à-dire que nous apprenons beaucoup. C'est un peu notre miroir, si on enlève la part de subjectivité pour certaines choses, mais c'est un peu le miroir de ce qu'était la société marocaine à l'époque. En 1832, il composera le tableau du sultan Moulay Abdelrahman, à cheval à Meknès, qui le rendra très célèbre. Donc il va attendre plusieurs années avant de faire le tableau de 1845, le tableau du sultan face à la délégation française, qui est un grand témoignage, c'est le témoin des relations culturelles entre le Maroc et la France. Alors de ce voyage va faire des petits voyages. Donc de ce voyage vont naître d'autres voyages. Par exemple, je vais parler par exemple de Benjamin Constant, qui va à son tour faire un voyage pour voir un petit peu cet Orient, parce que c'est la fascination de l'Orient. Ce sont des gens qui ont lu les Mille et une nuits. Ils sont à la recherche de cette atmosphère des Mille et une nuits. Mais il y a Alexandre Dumas et son fils. Moi, c'est le voyage qui m'a le plus fasciné. Pourquoi? Parce que Alexandre Dumas, comme tout le monde le sait, c'est le père des mousquetaires. C'est celui qui a parlé de la justice. Ces romans sont pleins d'humanité. Donc, on découvre un autre visage dans le Vélos. On découvre un autre visage d'Alexandre Dumas. C'est un visage de raciste. Un monsieur qui est raciste, même si lui, c'est un métis. Mais il est d'un racisme, il faut lire le Vélos, d'un racisme incroyable. Moi, je me disais, mais est-ce que c'est lui? C'est vraiment lui qui a écrit ça. Et donc, il a fait la traversée de l'Espagne. Il n'a pas fait le même itinéraire que Delacroix. Lui, il a traversé toute l'Espagne et il a traversé l'Andalousie. Et à partir de l'Andalousie, il commençait déjà à parler des voleurs, des gens qui ne sont pas fiables, de ces gens-là un peu bizarres, des orientaux. Donc, comme pour Hugo, l'Espagne est déjà l'Orient. Parce que Victor Hugo a dit, l'Espagne c'est déjà l'Orient.
Et Dumas dit la même chose aussi. Donc il reproduit l'image négative de certains voyageurs qui l'ont précédé, surtout des captifs qui l'ont précédé, et donc il ne voit que ce qui est négatif. Il arrive à Tanger, le premier contact avec Tanger, il regarde Tanger de loin. Il dit « Waouh, c'est l'Afrique, tout est noir. Les gens sont noirs, ils sont sales, c'est des voleurs. » Donc tout est négatif. Il n'a même pas eu le temps de voir Tanger parce qu'il est resté seulement 3 jours. Parce que le Vélos devait faire Tanger, Alger, Tunis. Il reste 3 jours et quand il sort, il commence à demander où sont les gens que Delacroix a rencontrés. Donc il commence à chercher le guide juif, il commence à chercher les femmes. On lui dit mais les femmes ce sont des juifs, ce ne sont pas des musulmanes. Mais où sont les femmes? Donc il commence vraiment à aller sur les pas de Delacroix. Ce qui fait qu'il ne voit rien. Il est venu avec ses lunettes européennes, il ne les a pas enlevées. Donc il ne voit rien du tout. Il a un récit qui est un peu dégoûtant vis-à-vis de les Arabes. Quand ils lisent son récit, ils sont dégoûtés. Mais c'est très bien écrit, bien sûr. Mais on ne reconnaît plus le vieux monsieur des 3 mousquetaires, de D'Artagnan, etc. On ne le reconnaît pas. Après, donc, il était avec son fils, bien sûr, et il fait donc les mêmes descriptions des noces juives, exactement l'itinéraire de la croix. Donc on n'apprend pas grand-chose avec lui. Et puis, donc il y a Charles Didier qui chante « Tanger et tais-toi ». Et il écrit ceci: « On sait bien qu'en passant le détroit de Gibraltar, on remonte presque au berceau de l'humanité. » Donc c'est dans leur tête que c'est le commencement, c'est les gens primitifs, c'est l'idée qu'ils se font de l'Afrique en général. Et bien sûr le Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Et puis, je vais un petit peu aller vite, il y a Gabriel Charme qui lui parle d'une région à la fois voisine et si complètement fermée. Donc Gabriel Charme avait un peu, il a fait des descriptions positives, et il avait apprécié des choses du Maroc, mais il a aussi quelques points négatifs de ce qu'il voyait. Voilà. Alors, le voyage de beaucoup de ces écrivains, je ne sais pas, vous le savez peut-être, se faisait dans un cadre officiel, financé parfois par l'État français, parfois par de grands dignitaires de l'État français, c'est-à-dire des gens qui voulaient qu'on sache ce qu'il y a de l'autre côté, pour aller à la recherche des richesses, parce que c'est ça qui résume tout, c'est la recherche des richesses. Donc on a financé le voyage d'Alexandre Dumas, financé le voyage de Pierre Loti. Donc, Pierre Loti, c'est un voyage officiel, hein, carrément. Au Maroc, Pierre Loti, c'est celui qui a fait le voyage le plus officiel, parce que c'est un fonctionnaire de l'État. C'est un militaire et fonctionnaire de l'État. Et il va être nommé même à Fès, il va passer beaucoup de temps, il va faire une description de Fès, etc. Mais celui qui a, si vous voulez, après Delacroix, celui qui a parlé le plus du Maroc avec passion, c'est Charles de Foucauld, que vous connaissez tous, et qui effectue son célèbre voyage, Renaissance du Maroc, qui est la pénétration scientifique et pacifique, entre guillemets, d'un empire inconnu. Donc ça, c'est la description qu'il fait de son voyage, pénétration scientifique, parce que c'est ça l'objectif avoué, et pacifique. Donc, et en fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est passé par Alger. Vous connaissez tous son histoire, il est passé par Alger, il a recruté un juif, un guide juif, et il lui a demandé, un guide juif qui connaissait très bien le Maroc, il lui a demandé de l'accompagner et de lui faire découvrir tout le Maroc. Donc ce guide lui lui conseille de se déguiser. Donc ce qui donne à sa mission l'air d'une mission d'espionnage. Donc il se déguise et il fait le tour du Maroc. Mis à part ce côté, c'est l'un des voyages les plus précis et les plus scientifiques
qui nous font à nous aussi découvrir notre Maroc. C'est-à-dire qu'il est allé très loin, il est allé au Sahara, il est allé aussi dans les montagnes, il est passé partout et il a fait des mesures, il a fait des descriptions de tout, de l'espace, description géographique, description anthropologique, un travail complet, où il donne une idée sur qu'est-ce que c'est que le Maroc, s'il faut aller au Maroc, par où il faut passer, etc. Donc c'est une mission politique, c'est grâce à cette mission qu'il a été décoré, il a reçu beaucoup d'admiration de tous ceux qui gouvernaient à l'époque la France. Et ce juif, là aussi je vais citer la même personne, ce juif s'appelait Mardoché en hébreu. Et donc Kébir Almi le même, qui s'est intéressé à Ibn Aïcha, a écrit un roman sur Mardoché. Et il a parlé de l'imposture, de la grosse imposture. Et c'est un excellent roman qui parle de cet itinéraire de Charles de Foucault. Donc Charles de Foucault apprend l'arabe, il apprend l'hébreu, et son voyage se déroule du 20 juin 1883 au 23 mai 1884, et il va parcourir presque 3000 km. De Tanger au Dadès, en passant par Fès, Meknès, Tedla, les environs de Missour, de Bdou, Oujda, et il rentre en Algérie, parce que l'Algérie était française. Après ce voyage, bien sûr, c'est grâce à ce voyage, on va dire, que les autorités françaises ont compris que le Maroc passait par des problèmes, des phases de perturbation. Donc ils ont compris que le Maroc était un peu affaibli à l'époque. D'ailleurs, même Abdallah Laoui parle de cette période, que le Maroc n'avait plus toute sa force. Et donc les Français ont saisi cette occasion, parce qu'il y avait aussi la convoitise de l'Espagne et de l'Angleterre. Donc ils ont saisi cette occasion pour proposer le protectorat. Et donc après le protectorat, vous connaissez tous, donc il y a la colonisation. Alors, je ne vais pas parler de la colonisation, il y a eu le positif, le négatif, c'est-à-dire il y avait beaucoup de choses positives, construction de beaucoup de choses, les routes, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de négatifs. Mais ce qui est important, c'est que malgré le départ, ou même après le départ de la France, il y a donc un lien entre la France et le Maroc est resté à jamais. Donc c'est un lien qu'on ne peut pas nier. Et on dira que, par exemple, la langue française, on a hérité de la langue française qui est restée dans... Moi, je le dis tout le temps, je dis, le français n'est pas la langue de la colonisation, c'est une langue qui fait partie maintenant de notre patrimoine commun. Comme par exemple la mazère, comme l'arabe, comme l'anglais pour certains, l'espagnol pour le nord, le français fait partie de notre histoire aujourd'hui. Ça nous nourrit, ça nous permet de nous faire connaître à l'extérieur, mais c'est une langue qui nous constitue, elle nous enrichit. Donc moi, c'est ce que je pense de la langue française. Comme je me mets sur la position de Kateb Yassine, je me dis c'est notre butin de guerre. Les Français sont partis, la langue est restée, c'est notre langue aussi. Elle évolue à sa manière ici, en Afrique subsaharienne, et donc on l'enrichit aussi. Cette langue, nous l'enrichissons par notre culture, elle nous enrichit, elle nous permet des ouvertures. Alors entre la France et le Maroc, il y a des relations, des liens, une densité de liens culturels et éducatifs. Je ne parle pas de tout ce qui se fait au niveau éducatif, au niveau universitaire, les échanges culturels, les missions, tout ça, ça n'a jamais cessé. Même en pleine crise, ça continue. Alors en plus, le Maroc a un chiffre assez important des personnes qui continuent à aimer l'enseignement français. Il y a plus de 50 000 élèves qui s'inscrivent à l'école française.
Ce qui est très significatif, c'est que les gens apprécient la qualité de l'enseignement français. Il y a également, le Maroc est le pays qui compte le plus d'instituts français. Et récemment, on vient de voir l'ouverture d'un institut français à Dakhla. À la une ou à Dakhla, je ne me souviens pas. Au Sahara, Rachida Dati était venue, et donc il y a eu l'ouverture de ce centre culturel. Je crois que le Maroc est considéré comme le pays numéro 1 quant au nombre des instituts français. Le plus d'instituts français. Et récemment, ils ont fermé 2 ou 3 instituts français de Kenitra. Maintenant, Kenitra dépend de Rabat. Ils ont fermé celui de Essaouira, qui dépend de Marrakech. Et ils ont fermé un autre, je ne sais pas si c'est Meknes ou un autre a fermé, il dépend d'une autre ville. Mais le nombre reste toujours important. Et alors la coopération éducative n'a jamais cessé. Et nous avons donc beaucoup d'universités qui ont... nous avons des programmes français, comme l'agrégation par exemple, l'agrégation français de traduction de mathématiques, etc. C'est un système français à 100%. Et le Maroc l'a adopté. Et nous avons aussi des échanges, c'est-à-dire que la France demande au Maroc de lui envoyer les imams, etc. Parce qu'elle trouve que la formation des imams et des prêcheurs marocains, elle est modérée déjà. Elle est modérée. Et puis, c'est des gens qui ont une excellente formation, qui sont généralement bilingues, qui peuvent parler les 2 langues. Et la France demande toujours des prêcheurs au Maroc. Parce que le Maroc a une école de la formation des imams, une école importante. Voilà donc, je crois, les principaux champs. Je ne parle pas des échanges universitaires franco-marocains qui sont ininterrompus. Nous avons tout le temps, ça va dans tous les sens. Les Français viennent au Maroc, les Marocains vont en France, les universitaires français viennent pour avoir certaines données sur, par exemple, l'enseignement, la didactique, la pédagogie. Et les Marocains vont aussi là-bas pour savoir comment évoluent les choses du côté de la langue française. C'est-à-dire, nous, on travaille sur la langue FLE, c'est-à-dire langue étrangère, le français langue étrangère. Et les Français aussi ont des sections de FLE, et donc ils demandent l'expertise des Marocains, parce que nous avons plus de FLE. Donc eux, ils ont des étrangers, ils veulent savoir si ça marche, comment ça marche, etc. Voilà, donc rapidement, excusez-moi si j'ai été un peu longue, mais c'est des relations qui ne s'arrêteront, je crois, jamais, parce qu'il y a un lien psychologique, comme l'a dit comme l'a dit Zakiya Daoud, parce que Zakiya Daoud a écrit un très beau livre sur France-Maroc, Préjugés, trahison, un livre qu'elle vient d'écrire, et donc elle parle de relations psychologiques très fortes, qui s'installent parfois dans la crainte, parfois dans l'amour. Elle appelle ça entre l'amour et le désamour. Voilà, merci beaucoup, et voilà, donc merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis prête à... Donc, il y a eu récemment une conférence et une exposition, un atelier à Azila, à la Fondation Maca. La France continue. C'est important, ça rentre dans l'histoire. Tout doucement, mais sûrement. Je me demande si parmi vous il n'y a pas un esprit. Mais on s'est déguisé. Non, sans le savoir. Parce que dans tout ce que vous avez dit, nos chers professeurs, c'était vraiment intéressant. Il y a une part d'information. Au début, c'était la spécialité de la France qui venait chercher les informations. Et le Maroc a appris. À un moment donné, le Maroc il a appris à aller aussi chercher
Oui. la formation. À partir du XVIe siècle, ils ont commencé à envoyer Plus ou des moins, gens. oui, c'est ça. Donc il y a des livres écrits sur ça. Et je crois qu'ils sont traités dans les écoles d'espionnage et tout ça. C'est très intéressant. J'aime bien ce côté. La description de Baudelaire, Baudelaire, tu l'as Oui. cité, et il parle de ce pays où l'homme est mince et vigoureux, et la femme dans l'œil par la franchise étonne. Ouais. Donc il y a C'est fabuleux ce qu'il écrit. très belles, de très belles descriptions, que ce soit chez Baudelaire, parce que Baudelaire a fait les choses hautement poétiques, et il a fait des descriptions des hommes et femmes, des descriptions extraordinaires il les comparait aux personnages antiques. Il y avait chez lui cette référence à l'Antiquité. Il les voit, d'ailleurs même Delacroix les a décrits de la même manière. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, la djellaba, il parlait des soutanes. Il prenait les termes de la culture romaine, il les appliquait aux Arabes, parce qu'il les voyait de manière positive. Ben oui. Et c'est pas le cas de... Ou il commence autrement, il dit, quand par une nuit chaude d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux. Ouais. Des pays où l'homme est mince et vigoureux, et la femme dans l'œil par la franchise étonne. Magnifique. C'est extraordinaire. Ouais. Harris aussi, il a fait un livre. Ouais. Tanger. Ouais. Je n'ai pas parlé des voyageurs du XXe siècle, il y en a beaucoup, surtout ceux de la ville de Tanger, qui ont dit, où il y avait beaucoup d'espions à Tanger, parce que c'était la ville de l'espionnage. Et Tanger était, moi j'avais fait, il y a longtemps j'avais fait une rencontre autour de la ville de Tanger, et j'ai invité donc quelques spécialistes à parler des voyageurs. Et donc on avait parlé de tous ces voyageurs qui ont décidé un jour de s'arrêter. Et parmi eux, bien sûr, il y a Paul Bowles, un jour qui a décidé de s'arrêter à Tanger, alors qu'il devait juste être là de passage pour faire un reportage journalistique. Il reste là, il s'installe pour la vie. Et ouais. Hemingway, tout, plein de... Voilà, donc... Ce qu'on appelle la Beat Generation. Mais ces voyageurs-là, qui venaient à Tanger, ils ne venaient pas comme espions, etc. Ils venaient à la recherche de quelque chose de magique, la magie de Tanger à l'époque. Parce que Paul Bowles écrivait des textes et tout ça, et donc les gens étaient impressionnés par lui, par d'autres qui ont parlé de la ville de Tanger, ce qui fait que Tanger a été mythifié par ces écrivains. Et tout le monde voulait faire son passage par Tanger. Et c'était une ville incroyable, parce que c'était une ville internationale où se rencontraient. Donc il faut voir aussi les écrits en anglais. Les Hollandais, ils ont écrit sur la ville de Tanger. Donc il y a énormément du monde entier, les gens qui ont écrit sur la ville de Tanger. Ça, c'est un cas à part. Et les peintres aussi. Les peintres... À Tétouan, il y a maintenant un musée. Ouais. Propriétaire, c'était... Non, dans le Hurdi. Et le truc du musée, c'est les artistes, les peintres, qui ont fait des portraits de Tétouan. Donc ça commence au XVIIe siècle. Donc il a cherché des reproductions. La première peinture, je crois que c'est une aquarelle, un peintre australien. Il est arrivé à la fin du XVIIe siècle à Tétouan et il a fait quelques trucs. C'était pas quelqu'un de connu, mais... Et puis à partir de là, il a ramené des reproductions de dehors, dedans, dans les maisons, jusqu'à Tapiro. Donc c'est un musée privé. Oui. Il faut lui dire de se préparer parce que le mot musée va disparaître. Ça va être une propriété des musées du Maroc, la fondation des musées. Non, ça ne s'appelle pas musée, ça s'appelle la Hurdi. Non, il faut juste qu'elle fasse la demande pour faire ce qu'il faut pour garder l'intitulé. Peut-être qu'il le sait.
C'est quelqu'un qui a travaillé 4 ans ou 5 ans de sa vie à chercher. Donc il a un bon matériel, il a un très bon matériel. Et maintenant il est en train de restaurer une autre maison qui appartenait à un Béchar de Tétouan très connu, c'est le Hadj. Une maison extraordinaire dans la Médina, avec un jardin, avec les trompettes. Super. Bon, ça va lui demander encore une partie de sa vie. Il y avait des gens comme Tahar Benjeloul, comme vous disiez, on parle de Français qui sont venus, qui pouvaient nous donner envie de venir, mais quelqu'un comme Tahar Benjeloul m'a donné envie. Quand j'ai eu la première invitation, je me dis, je vais sur leur trace. Il y avait un jour à Tanger, moi je voulais une nuit à Tanger. Vous avez lu, vous avez lu le livre sur ses parents. Comment? Le livre sur ses parents. Ah non. Hein? C'est pas. Ça s'appelle. L'autre, sur ses parents. Il a fait un livre sur ses parents. Chez Haja à Tanger. Oui. Ouais. Et c'est voilà, ça donne envie. Il y a un autre photographe français qui est venu pour apprendre à Moulay Abdelaziz. Oui, je connais l'histoire. Il est mort ici. Ouais. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui ont décidé de mourir ici, c'est-à-dire qui ont choisi le Maroc comme terre de départ, vers. Il y a énormément, Jean Genet à l'hôtel. À l'arrache. Ouais. Et il y en a d'autres, Mais je me demande si c'est pas de la Croix, le premier en 1830 ou 1832, le fait qu'il a écrit dans ses carnets dans son périple qui était jalonné de très belles surprises avec la fameuse peinture du roi avec l'aise, qui est d'ailleurs à Toulouse et qui était exposée à l'Institut du monde arabe, qui est absolument magnifique, et dans la collection du musée de Toulouse pour ceux qui veulent la voir. Et puis, il avait fait 11 carnets. Ouais, mais il ne reste pas. Il n'en avait que 7, je crois que 7 au musée de la collection du Louvre. Il y a une perte de 5. Espérons qu'un jour on les trouvera. Et donc, dans ces carnets, il a parlé de cette luminosité, de cette lumière. Oui. J'ai sauté quelques parties, parce que j'avais une partie longue sur... j'ai sauté une partie où il parle justement de la lumière. Et il disait chaque rue, il y avait, j'allais dire, une vingtaine d'années de recherche, ou quelque chose comme ça, ou des années de recherche, et je dirais moi combien de rues dans Tanger, combien de rues au Maroc. Et c'est ça qui a poussé énormément d'autres par la suite, à la fois Matisse, je crois en 1917, la fameuse fenêtre, l'hôtel, et j'espère que Tanger restera cet hôtel et ce lieu. Il y a aussi Nicolas de Staël, les fameux musiciens, la fameuse œuvre du musicien de Nicolas de Staël. D'ailleurs, son fils a travaillé à Delacroix, son fils comme directeur. Et donc, bien sûr, Paul Bowles, Cy Twombly, Hemingway, énormément de monde. Et j'espère qu'il y aura un autre musée qui va essayer d'amasser un petit peu tout ça pour la continuité. Et ça emmène énormément de monde. Et j'en ai cité peut-être quelques-uns, mais il y a des centaines et des centaines qui ont jalonné à travers Tétouan, le Nord. Il va y avoir l'ouverture d'un musée très prochainement à Tétouan. Tant mieux, on est ravis. C'est le deuxième. Il est déjà deux, il y en a deux. Ils sont déjà prêts, ils attendent que l'inauguration. Makama et l'autre. Et à Tanger, il y en aura aussi d'autres. À Agadir, Marrakech. Et je dirais. L'effervescence là. Et je dirais de ce départ de la Croix qui nous a fait réunir encore de cette continuité et enrichir un peu nos familles, nos enfants. C'est grâce à lui qu'il y a eu aussi des voyageurs, le récit de voyage. Absolument. La majorité des voyageurs voulaient faire le voyage parce qu'ils voulaient découvrir ce qu'a vu de la Croix. Parce qu'il en a tellement bien parlé quand il faisait ses expositions, il en parlait très bien, que tout le monde voulait refaire cet itinéraire.
Et il avait beaucoup de succès, donc les expositions de Lacroix avaient beaucoup de succès. Et c'est grâce à lui, et c'est pour ça qu'il est très fêté au Maroc. Il y a eu plein de choses récemment, donc il y avait à l'Académie du Royaume, au musée Mohamed VI, donc plein d'activités autour de Delacroix. On n'a pas encore tout dit sur Delacroix. Non. On n'a pas encore tout dit. Non, certes, il y a ça. Et puis, alors, j'adorais des histoires de Matisse qui voulait une marocaine peindre un portrait. Et puis, il fait gaffe, si son mari qui vous tombe dessus, risque qu'il y a des problèmes. Et alors, il lui dit il faut monter dans les toits. Et il ramenait une bonne et tout ça. Et pour faire des portraits, ou de la croix qui assistait à une scène de transe dans une maison juive, je crois. Non, c'était surtout chez les Juifs, parce que les Juifs n'ouvraient pas. Et donc, ils se mettaient en gel là-bas, collés au mur, et tout ça pour fusionner un peu dans la scène et tout ça. Il a hyper connu cette œuvre. Et comme vous dites, d'autres choses, tout n'est pas dit, et encore le temps peut-être. Oui, il y a beaucoup de choses. Par exemple, juste pour la culture du voyage au Maroc, parce que le Maroc est l'un des pays, avec la Turquie, c'est l'un des pays qui a reçu le plus de voyageurs. Pourquoi? Parce que d'abord, il est juste à côté de l'Europe, il est très proche. À 14 km. Voilà, il est très loin en même temps. C'est-à-dire que la culture sépare les deux cultures. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier, je n'ai pas parlé des voyageurs américains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus suite à 2 ou 3 voyageurs parmi eux. Donc il y a Paul Bowles, donc c'est lui qui a ouvert la voie aux Américains de venir au Maroc. Il y a énormément d'Américains qui viennent au Maroc, qui écrivent sur le Maroc, qui font du cinéma sur le Maroc. Énormément de films. Le plus connu, c'est Walter Rice, qui a été journaliste, qui s'est installé à Tanger, qui a fait énormément de choses. Mais il y a la ville de Tanger déjà. Moi, j'avais fait une rencontre à la Ville des Arts sur la ville de Tanger et les arts et les voyageurs. Mais il y a énormément de choses qu'on n'a pas encore dit sur la ville de Tanger. C'est une ville pleine de trésors comme ça. Les gens n'ont pas encore délivré, la ville n'a pas encore délivré tous ses secrets. La ville de Tanger, c'est une ville à part. Mais en parlant d'Américains, il y a Katie Morse, dont le père vivait à Zemmour, dans le sud à côté de Geneva, et qui avait un riad. Et elle l'a, après la mort de son père, elle a restitué le riad et elle faisait venir tous les ans tout un groupe d'Américains avec le thème de cuisine marocaine. Ah oui, ils adorent ça. Ah oui, et elle leur faisait faire un voyage dans le Maroc, Parce que c'est ce qui intéresse les Américains. Pratiquement, elle faisait plusieurs escales et à chaque fois c'était fait de façon très ancestrale. C'était même pas actuel. Et c'est comme ça que plein d'Américains ont connu le Maroc grâce à elle. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'art est le meilleur des ambassadeurs d'un pays. C'est dommage que nous, au Maroc, on ne s'est pas encore rendu compte de l'importance de l'art culinaire. C'est-à-dire qu'on le considère comme un art mineur que n'importe qui peut pratiquer. Mais en fait, les Américains, moi j'ai vécu avec les Américains, donc je sais comment ils sont. C'est des gens, quand ils sont ensemble, ne parlent ni de peinture, ni de quoi que ce soit. Ils parlent peut-être un peu de cinéma. Et ils ne parlent que de la cuisine. Mais je vous assure. Et donc moi, j'ai eu plusieurs invitations culinaires, c'est-à-dire des rencontres culinaires où je leur préparais la cuisine marocaine et ils me préparaient beaucoup de plats internationaux ou des plats américains. Et j'étais invitée chez beaucoup de personnes pour leur montrer comment on cuisine. Et j'invitais moi-même parce que je voyais un peu le centre d'intérêt. Je les invitais aussi pour leur montrer la culture marocaine, comment on mange, comment on prend le thé, donc beaucoup de choses comme ça qui leur faisaient énormément plaisir. Et là, les 2 années où j'étais là-bas aux États-Unis, après j'ai ramené beaucoup d'Américains qui sont venus, je les ai mis en contact avec Fatem El-Mernissi parce que j'avais fait un séminaire là-bas sur Fatem El-Mernissi. J'avais travaillé sur Dreams of Trespass, le rêve de femme. Et donc, ils ont adoré.
Et ils sont tous venus, les professeurs, les étudiants, ils sont tous venus pour rencontrer Fatima El-Mernissi et rencontrer le Maroc. Et c'était magnifique, donc on ne s'intéresse pas encore aux voyageurs américains qui écrivent énormément sur le Maroc. Ça, il va falloir commencer à le faire aussi. Il y a aussi des Coréens aussi. Oui. Je pense que depuis une dizaine d'années, il y en a pas mal au Maroc. C'est Il y a vrai, justement un qui est devenu musulman, un jeune, qui a pas une page, mais un truc sur YouTube qui parle beaucoup de poésie. Il s'appelle Bohemian Mitchell. Donc il tourne sur tout le Maroc, surtout il mange beaucoup, il adore se montrer. C'est vrai, au début il a commencé à faire des espèces de tagines, des trucs comme ça. Et puis maintenant il tourne, il fait de la publicité, de petits restaurants, intéressant hein, le mec. Et il a même ramené sa mère qui est devenue aussi musulmane. Elle vient de ça. Oui, je les connais. Oui, je les connais. Elle s'appelle Aïcha d'abord. Tout le monde l'appelle Aïcha. Et en plus, il y a tellement de Coréens qui vivent au Maroc. Bon, ça, je ne le savais pas. Oui, ouais. Beaucoup. Moi, j'ai une copine à Tétouan. Coréenne. Non, tu arrêtes là. Non, dis pas plus. La caméra est allumée. Hein. Non, tout le monde le sait. Elle est venue au Maroc. Elle était lauréate des Beaux-Arts de Corée. Il arrive à Tétouan. Avant, je crois qu'elle a été dans un pays africain. Elle est venue à Tétouan et elle est rentrée aux Beaux-Arts faire une seconde étude. Donc elle a eu, elle est lauréate de l'école des Beaux-Arts de Tétouan. Et aujourd'hui, elle donne des cours à l'école des Beaux-Arts, à l'école d'architecture. Et en plus, elle a un rôle vraiment intéressant. Quand les Sud-Coréens viennent faire des films au Maroc, ils l'apprennent. Ils l'apprennent comme une espèce de traducteur. Donc les Coréens, ils viennent aussi faire du cinéma. Oui, il y a de grandes séries de films coréens qui sont tournés au Maroc. Elle travaille avec eux tout le temps. Et une autre petite chose, c'est pas grave. Donc elle est là, elle veut rester au Maroc. 11 ans, ça fait 11 ans que je la connais. Et elle veut pas partir. Ni se marier, ni rien du tout. J'ai oublié de parler aussi mais ça c'est l'actualité, de tous les Français qui, quand ils prennent la retraite, ils décident de tout vendre et de venir s'installer au Maroc. À Agadir et Marrakech, il y a des zones dans la ville de Marrakech où c'est entièrement français. C'est le retour. Il y a l'histoire aussi de... comment il s'appelle, là, qui était à Tanger, le Chilien, Claudio Bravo, qui était d'ailleurs à Tanger parmi les premiers aussi, et qui finalement est revenu à Marrakech, et du coup, il rechange pour Taroudan, pour ma ville natale. Il a fait un palais absolument magnifique, et que je conseille à tout le monde. D'aller voir. Il a fait la copie de la Ménara, là-dedans, avec... comment dirais-je, un verger absolument magnifique. Et il a des sculptures, des collections, il a des copies de ces collections parce que vous savez très bien qu'il a signé avec la maison Marlborough. Il a le portrait du roi, du défunt Hassan Thani ou Mohamed Sadis, avec une collection absolument superbe, sa bibliothèque, l'atelier, et il a fait énormément de choses là-bas, vraiment sous comment dirais-je, à la sortie de la ville de Taroudan, en dessous des montagnes absolument magnifiques. Je conseille vraiment d'aller le visiter. D'ailleurs, il y a son tombeau là-bas, il a préféré mourir là-bas. Donc il y a cette relation aussi de peintre entre tous ces étrangers qui viennent voir, entre Marrakech, Tanger. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'exemples à Marrakech. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que les idées, c'est-à-dire, quand on voit celui-ci aussi, et l'américaine dont j'ai parlé, qui est morte, elle édite tous les ans un livre de cuisine qu'à chaque fois, un jour, elle
réactualise. Et elle parle de cuisine marocaine. Le livre s'appelle De Casbah. Et avec ça, à chaque sortie de livre, elle fait toute une soirée et elle invite les représentants marocains de la ville, parce qu'elle habite à San Diego. Alors elle me dit, tout le monde vient, sauf le Marocain. Et il y a beaucoup de Marocains à Elle San joue le Diego, rôle, justement, de la Marocaine. elle fait la promotion du Maroc sans le... Mais moi, quand j'étais en Californie, je n'ai jamais rencontré de Marocains. J'ai rencontré des Juifs marocains qui étaient installés aux États-Unis depuis longtemps, mais pas de musulmans. Jamais. J'ai rencontré des Algériens, mais aucun Marocain. Parce que les Marocains se mettent de l'autre côté, New York. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais juste féliciter Madame Saner pour son discours vraiment pétillant et qui nous a tenus pendant tout, même si toi tu pensais que c'était long, mais c'était pas long. J'ai raccourci, j'ai eu des coupes là, j'ai dit je vais les ennuyer, donc j'ai coupé à chaque fois. On l'a pas senti. On n'a pas senti tellement on était envoûtés par ce que tu disais. Vraiment, c'était tellement bien dit, avec beaucoup de fraîcheur. Et vraiment, ça nous a... Et ce qui est bien aussi avec nous, avec tous ces artistes qui sont autour, et cette grande amitié qu'on a tissée aussi pendant cette semaine, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on est tous, mais que ce soit autour de la cuisine, hein, parce que je pense que la cuisine, la peinture, l'art, c'est la même chose. On est des éponges. Et il y a des bacs aujourd'hui, pendant toute cette semaine, il y a eu plein de bacs de couleurs, d'idées et d'amitié. Et puis nous sommes des éponges et on trempe, on les trempe et ces éponges, elles sont pleines de liquide. Et puis quand on la presse, il n'y en a qu'un qui sort. Et c'est ça qui est beau, c'est que on ne forme plus qu'un liquide. C'est le liquide de l'amitié. Ben, c'est joliment dit. Voilà. Didier, tu as pris la parole. Je voulais juste rajouter que sans Wided, on ne t'aurait pas reçu aujourd'hui. Ça aurait été une grosse perte pour nous. Parce que je remercie énormément Wided pour cette proposition et d'avoir présenté à nous. Merci à tous Vraiment, de m'avoir écouté.